On se retrouve sur Tendance Crypto pour un nouveau Happy Monday. Donc, on va revenir sur l'actualité de la semaine et évidemment sur la remontée du Bitcoin. Donc, cette remontée qui fait plaisir à voir, hein, si on regarde sur cette timeline, alors que j'ai préféré prendre sur la longue durée, hein, on voit bien qu'on a regagné, hein, le creux qu'on avait formé depuis la chute de la plateforme d'échange FTX. Alors, on a retrouvé ce plateau a dû autour des 20-21 000 dollars sur le Bitcoin. Les altcoins ont aussi fait une belle remontée depuis euh, quelques jours. Là, pour l'instant, ce lundi, on est en période plutôt d'attente. Mais voilà, donc ça fait du bien. On est effectivement dans des perspectives beaucoup plus optimistes qu'il y a encore une semaine. Même si on s'attendait à des mouvements assez violents. Pourquoi? Parce que, vous voyez, depuis novembre, on était sur une très faible volatilité. Donc, on s'attendait à justement des mouvements violents, peut-être pas aussi violents. Moi, pour ma part, je pensais, j'ai toujours un sentiment un peu pessimiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pensais qu'on allait tester les 20K, mais qu'on allait être rejeté, et ce n'est pas le cas. Alors maintenant, la question, c'est évidemment jusqu'où on peut aller. Est-ce que on va très vite être, donc on a déjà testé les 21K sans succès, est-ce qu'en gros on va rester autour des 20K ou est-ce qu'on va monter au-delà 22, 24, voire évidemment ici un 28K. Pour moi, hein, justement au niveau de ma stratégie, je considère on peut effectivement être dans une période favorable pour acheter tant qu'on n'est pas sous les 28 000 dollars pour le Bitcoin. Alors attention, hein, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est ma manière de voir le marché. Donc c'est une hypothèse tout à fait personnelle. Donc faites aussi vos propres recherches, c'est important. Plus vous êtes conscient des raisons pour lesquelles vous achetez ou vous vendez, hein, plus justement vous aurez une stratégie claire. Voilà, sur vos investissements. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, on va sans doute pas aller jusqu'aux 28 000 dollars tout de suite. Alors, je m'attends plutôt à ce qu'on retrouve ce niveau en fin 2023, voire 2024. Alors, déjà, première raison pour laquelle on va sans doute pas avoir donc euh, un nouveau bull run. Déjà, on est dans une période économique justement assez mauvaise. On a un certain nombre d'entreprises crypto ou hors crypto qui sont obligées de réduire les effectifs. Dans les cryptos, on a par exemple Coinbase, crypto.com. Alors évidemment, Binance est un peu à contre-courant parce qu'il va y avoir justement plus d'effectifs, mais en dehors de cette plateforme, on est effectivement plutôt dans une réduction d'effectifs, mais aussi hors crypto. Meta réduit ses effectifs. On a aussi dans le secteur bancaire plusieurs banques qui vont réduire leurs effectifs. Donc voilà, au niveau de justement de tout le secteur de la finance et des nouvelles technologies, on est dans une période compliquée. Ensuite, évidemment, on a toujours l'inflation, la crise de l'énergie qui pèse justement aussi sur les investissements possibles. Néanmoins, on est les débuts d'année en général sont des périodes où aussi on va pouvoir réinvestir. On est pendant le Forum économique mondial de Davos, donc on est aussi justement dans une période propice. Il va y avoir sans doute des annonces de grands projets crypto pendant ce forum. Donc tout ça, c'est propice finalement à une remontée au moins temporaire. Il faut se dire aussi que pour un certain nombre d'équipes, ça va permettre de sécuriser les trésoreries. Là, effectivement, à ces niveaux-là, tant qu'on était autour des 16 000, il y avait un certain nombre d'entreprises crypto qui étaient en difficulté au niveau de leur trésorerie. Les équipes qui sont payées en tokens, donc avec des tokens qui valent moins. On a aussi des protocoles dont les revenus sont générés par des frais de transaction, mais évidemment, on avait des volumes très bas avec des tokens aussi, justement, qui étaient peu capitalisés à ce niveau-là.
Donc voilà, ça fait du bien de retrouver ce niveau. Ça va permettre effectivement à toute l'industrie crypto de retrouver une certaine sérénité. Et même si on ne va pas au-delà des 20 000, entre 20 et 22 000, en un sens, c'est déjà très bien si on doit justement affronter la fin du bear market. C'est beaucoup mieux que si on était resté autour des 16K, hein, que ce soit au niveau économique, mais aussi au niveau psychologique, hein, puisque ici, ça voulait dire, hein, voilà, là on a retrouvé en gros ce qui était effectivement une résistance, on espère le retrouver comme support, mais quand on est ici, si on regarde sur le long terme, on n'a pas grand-chose comme support et on pouvait vite redescendre autour des 14, 12, 10. Voilà. Donc on était voilà, dans une zone très dangereuse et c'est sans doute pour ça il a fallu ce mouvement violent pour essayer de retrouver ce support des 20 000 dollars. Ce qui me fait dire ça, j'estime qu'il n'y a pas assez de liquidité au niveau des stablecoins. Alors, je vais prendre simplement les deux stablecoins qui sont l'USDT et l'USDC. Les stablecoins qui n'avaient pas cette importance au précédent bull run, c'est-à-dire au bull run donc, de 2017-2018. Puisque si vous regardez, vous voyez la capitalisation de l'USDT à ce moment-là était très très faible et l'USDC n'existait pas encore. Donc, pourquoi effectivement j'estime qu'il n'y en a pas assez? Comme vous pouvez le voir, si on reprend ici, en gros, le bull run a plus ou moins fini donc fin 2021. Il a réussi à garder de bons niveaux parce qu'on avait un certain nombre de dates qui a finalement été un peu en décalage par rapport au reste. On pense au Luna et l'UST. Et donc, mais malheureusement, hein, tout ça s'est effondré au mois de mai. Et donc effectivement, on est ici, vous voyez, hein, le pic, il va se trouver en mai 2022, donc juste au moment de la chute de l'UST. Donc on a perdu beaucoup au niveau de la capitalisation de l'USDT. Il y a des capitaux qui sont partis. On est encore sur des niveaux, donc il y aura encore une légère baisse avec FTX, mais vraiment moindre, hein. La grosse, c'était quand même le Luna et l'UST. Et donc, on est encore dans des niveaux faibles de capitalisation à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas encore beaucoup d'USDT. On est à 66 milliards d'USDT. On a été jusqu'à 83. Donc, vous voyez, il en manque 17 milliards, voilà, par rapport à ce maximum. Au niveau de l'USDC, on est aussi, donc le top était là. Là, on a perdu un peu moins, en gros 10 milliards. Mais en tout, en gros, voilà, il manque 27, entre 27 et 30 milliards par rapport au top. Et pourquoi c'est important? Parce qu'effectivement, avoir des stablecoins, c'est aussi, ça indique que les investisseurs, ils veulent rester dans le marché crypto, même s'ils prennent des profits. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour moi, ce sont des mouvements à court terme où les investisseurs, ils vont peut-être faire des profits trop rapidement pour ceux qui sont enthousiastes et à la limite quitte à ressortir du marché crypto pour investir ailleurs. Ce qui montre aussi ça, c'est justement les protocoles DeFi qui ont assez peu bénéficié de la remontée finalement, proportionnellement de la remontée du marché. En fait, s'ils ont profité de la remontée du marché, c'est parce qu'il y a eu plus de dépôts sur les protocoles, c'est parce que les tokens qui étaient déjà déposés ont augmenté en valeur. Et le protocole qui le montre le plus, c'est Lido. Lido, donc cette solution de liquid staking. Donc finalement, pourquoi Lido est premier? Parce que c'est un protocole en gros sûr en cette période. Il n'y a pas d'impermanent loss, il n'y a pas de risque de liquidation. On dépose, c'est du staking et ça permet d'optimiser ses rendements puisqu'on va avoir un token dépôt. Et si Lido a encore augmenté, vous voyez en une semaine, donc plus 17 en TVL, plus 17%, c'est parce que les tokens, donc le Solana évidemment qui a fait une très belle remontée
mais aussi l'Ethereum et aussi le Polkadot. Justement, ces tokens-là ont augmenté en valeur. Mais c'est pas parce qu'il y a eu plus de tokens qui ont été déposés sur ces protocoles, donc ça montre bien que pour l'instant, on n'est pas dans un retour de la finance décentralisée. Donc, ça veut dire on n'est pas là pour rester sur le long terme. Donc voilà pour un peu mes arguments qui me font dire qu'on n'est pas encore, voilà, on n'est pas dans un nouveau bull run, ça c'est clair. Je ne dirais pas forcément qu'on est dans un bull trap, mais c'est dans une période où il faut faire attention. Alors, même si on peut et on doit se réjouir déjà d'avoir retrouvé les 20 000 $, mais pas sûr qu'on y reste tout le temps. Je ne serais pas étonné qu'à un moment, dans les 6 prochains mois, on reteste donc justement des supports inférieurs pour peut-être une très courte durée. Mais voilà, tant qu'on les conserve, c'est déjà tant qu'on conserve ce support des 20 000 $, c'est déjà très bien. Alors, maintenant pour la seconde partie de cette vidéo, je voulais revenir sur 3 nouvelles donc, que je considère importantes donc, dans les derniers jours. Évidemment, peut-être la plus importante, c'est celle d'Avalanche et de son partenariat avec Amazon et plus précisément avec AWS, donc la filiale de cloud et de cloud computing d'Amazon. C'est la filiale qui génère le plus de revenus chez Amazon. Alors, en quoi consiste ce partenariat? En fait, deux choses. Ça va permettre de créer un nœud Avalanche très facilement, quasiment à un clic. Voilà, on pourra déployer un nœud Avalanche en stackant au moins 2000 AVAX, hein, puisque c'est le collatéral qu'il faut déposer pour faire un nœud, être validateur sur Avalanche. Deuxième chose que ça va apporter, et c'est peut-être même plus important, c'est que ça va permettre, donc Avalanche va être proposé sur la marketplace de AWS et ça va permettre de déployer très facilement un subnet. Qu'est-ce que c'est qu'un subnet? C'est un sous-réseau donc dans le réseau Avalanche. Il y a déjà des sous-réseaux qui sont déployés, celui des Kingdoms, celui de Krabada, etc. Et les réseaux sont en train de se multiplier, hein. Il y en a plein qui sont en construction, mais ça va être aussi le fait d'être sur AWS, c'est que ça va permettre finalement aux entreprises de créer très facilement leur sous-réseau privé. On va avoir effectivement en 2023-2024 de plus en plus d'entreprises qui vont vouloir intégrer la technologie blockchain. On a plusieurs blockchains qui veulent justement se diriger vers les entreprises. On pense à Casper, on pense à Hedera, on pense aussi à Cadena qui a une solution pour des sous-réseaux privés. Avalanche aussi. Et avec ce partenariat, Avalanche a en sens un grand avantage. Pourquoi? Parce que les entreprises n'auront pas à avoir donc une grande équipe de développeurs pour construire ce subnet. Hein, voilà. On va avoir une construction largement facilitée par cette intégration à la marketplace de AWS. Évidemment, l'AVAX a bénéficié de, de ce partenariat. Si on prend sur 3 mois, et voilà, l'AVAX qui descendait peu à peu, il était autour des 11-12 $, avec un bottom donc à 10,75 $. Eh bien, il a pu remonter donc très rapidement autour des 13-14, puis des 15-16 $. On teste les 17. Évidemment, on est très loin hein, de l'ATH, donc à 128 $. Mais voilà, on est effectivement déjà, on retrouve, hein, vous voyez, ce support-là qu'on avait gardé quand même quelques temps. Donc, il faut espérer qu'on arrive. C'est encore très bas. Il y a encore quasiment un x8, x9 par rapport à l'ATH, mais ça fait du bien. Je pense que Avalanche est sous-valorisé. On est en 17e position en termes de capitalisation. Je pense qu'on peut aller vers voilà, au moins le top 10. Voilà. Donc clairement pour Avalanche, c'est un token qui est, je veux dire, très très solide et les subnets n'en sont qu'à leur début. Et aussi, j'en ai pas encore parlé,
Avalanche développe une solution, c'est ce qui manquait par rapport à Cosmos, par rapport à Polkadot pour les solutions d'interopérabilité. Et enfin, Avalanche va déployer justement son protocole de communication entre les subnets. Donc, je ne sais pas si je vais le retrouver vite sur le Twitter d'Avalanche. Sinon, mais de toute façon, je vais vous en reparler. Voilà, on est ici. Donc, on a effectivement, voilà, on va avoir une mise à jour qui va permettre justement, alors on n'y est pas encore, mais qui va permettre une, une communication entre les subnets. Donc là, on aura enfin une véritable interopérabilité justement sur Avalanche. D'autant plus qu'il y a des solutions qui sont en train de se construire dans les subnets pour être aussi en communication, pour intégrer l'inter-blockchain communication, donc le protocole de communication de Cosmos. Et donc, évidemment, si on, voilà, un protocole de communication intersubnet plus une communication avec Cosmos, voilà, Avalanche va avoir un énorme, énorme avantage. Donc, c'est vraiment un projet à surveiller de près. Ensuite, donc, seconde nouvelle, c'est Polygon. Donc, il va faire une mise à jour demain. Mise à jour importante. Polygon est en transition vers le ZK EVM. Donc voilà, on va pas, Polygon va devenir enfin un vrai layer 2, donc un ZK Rollup. Pour l'instant, c'était depuis le début une sidechain. Et ça va permettre de gagner en scalabilité. Donc voilà, cette mise à jour, on n'y est pas encore, hein. Justement, les ZK EVM sont pour l'instant en phase de test, mais c'est une mise à jour sur le mainnet importante, c'est une transition pour y arriver. Ça va permettre déjà d'optimiser le réseau. Ça va permettre de réduire les pics de gaz lorsqu'il y a beaucoup de transactions, et donc ça va éviter finalement euh, les- l'augmentation des frais de transaction et la congestion. Donc on est effectivement voilà, déjà dans une première optimisation du réseau avant ce passage donc au ZK Rollup et ZK EVM. Donc ça c'est déjà effectivement quelque chose de très bien, et donc Polygon renforce sa position de leader au niveau des Layer 2, même si au niveau TVL il est largement concurrencé par Arbitrum, hein, qui l'a supplanté en TVL, donc au niveau de la DeFi. Mais il ne faut pas oublier que Polygon a construit de gros partenariats avec des entreprises, hein. Là, je pense à Disney, Starbucks. Euh, Sandbox est aussi déployé maintenant sur Polygon. Voilà, donc on a effectivement des entreprises justement donc de la finance traditionnelle qui font confiance en Polygon. Et finalement, ces partenariats, bah, les autres layers 2 ne les ont pas. Et ça va être un énorme avantage une fois que le ZK Rollup va être déployé sur Polygon. Le token Polygon n'a pas véritablement bénéficié, beaucoup moins qu'Avalanche, de cette nouvelle, hein, parce que là on n'est pas du tout dans un partenariat, on est plus donc dans une mise à jour technique. Néanmoins, donc on se réapproche à nouveau des 1 $, donc il faut voir effectivement si c'est pas une grande résistance. Il faut voir effectivement si on transforme en support, voilà, dans les prochaines semaines. On était autour donc des 0,7 $, donc au niveau du bottom. Sans doute que, comme vous pouvez le voir, effectivement, on n'est pas descendu très très bas, hein. Voilà, on n'est pas, dire, par rapport, si je pense à Avalanche, on n'est pas dans un token qui a été divisé par 10 par rapport à l'ATH. Donc voilà, c'est un token qui reste relativement solide à ce niveau-là. Ensuite, troisième nouvelle, c'est Flare. Donc Flare qui est un nouveau token, mais dont on parle depuis déjà quelques temps. Alors, j'explique un peu le projet, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. En fait, l'idée de Flare était simple, c'était qu'il y a un certain nombre de réseaux, et en particulier le réseau XRP, XRPL plus précisément, puisque XRP c'est la crypto-monnaie et XRPL le réseau. En fait, XRPL, il y a 2 ans, même si maintenant ça a changé, ne pouvait pas accueillir d'applications et pas d'application DeFi. Donc finalement,
XRP, à pas être un moyen de paiement, en gros, ne servait à rien. C'est pareil pour le Bitcoin, c'est pareil pour le Stellar, c'est pareil pour le Litecoin. Et donc l'idée de Flare, alors au début vraiment qu'avec le XRP, c'était justement de créer un réseau où on allait en gros amener le XRP pour pouvoir l'utiliser dans les applications de la finance décentralisée. Donc il y a eu un snapshot il y a 2 ans, et, donc à l'issue de ce snapshot, le jeton donc Flare devait être distribué aux détenteurs de XRP. Alors ça a pris 2 ans. Donc, et c'est pour ça que la solution s'est élargie à d'autres crypto-monnaies. Donc, même si pour l'instant il y a encore un lien très fort avec XRP, mais effectivement, l'idée c'est aussi d'amener sur Flare le Bitcoin, le Litecoin, le Stellar. Il y a eu déjà un Canary Network, donc une sorte de réseau test, mais en live, qui s'appelle Songboard, qui a été lancé il y a un an, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et là, on a eu enfin la distribution donc du jeton Flare. Alors attention, donc vous avez dû, les détenteurs de jetons donc XRP en décembre 2020 donc, ont reçu là, soit effectivement directement sur leur wallet, s'ils avaient fait un wallet donc custodial, soit sur leur compte donc de plateforme d'échange centralisée, hein, puisque quasiment toutes les plateformes d'échange ont listé et ont accepté effectivement les règles de l'airdrop. Donc vous avez dû recevoir du Flare, mais attention, vous n'avez reçu que 15% du Flare. Donc la distribution n'a pas été faite d'un seul coup, donc il faudra attendre de voir comment se passent effectivement les 85 autres pourcents prévus de l'airdrop. Donc s'il y a des conditions, est-ce qu'il faut détenir le Flare pour pouvoir bénéficier des 80, donc garder et pas les vendre les 85%, etc. Donc ça c'est effectivement à suivre. Néanmoins, attention aussi au niveau du cours du Flare. Donc on est effectivement donc bon, on a eu la chute liée effectivement au listing et donc des premières ventes liées à l'airdrop. Depuis donc ça fait donc vous voyez une toute petite semaine, ça se maintient. Néanmoins, comme je viens de vous l'expliquer, il y a encore très peu de jetons en circulation. Donc ça a baissé. D'autant plus que si on prend la supply totale, en fait, on arrive, comme vous pouvez le voir, à une capitalisation à plus de 4,3 milliards. C'est-à-dire qu'on se retrouve normalement dans le top 20 avec cette capitalisation. Donc pour un jeton qui vient d'être lancé avec un réseau qui, voilà, pour l'instant, il n'y a quasiment rien dessus. Et pour ma part, qui vient peut-être un peu trop tard, voilà, par rapport XRP, elle, voilà, s'est développée de son côté, voilà, mais évidemment, l'intérêt de Flare, c'est que c'est un réseau EVM, donc la solution au niveau des smart contracts la plus utilisée. Néanmoins, XRP voilà, a continué son chemin depuis. On n'est plus dans la même configuration du marché. Euh, donc, est-ce que c'est un projet qui va vraiment marcher? C'est à surveiller. Je pense qu'il est clairement surcapitalisé pour l'instant. Donc, il faut s'attendre à une baisse, d'autant plus, comme je vous l'ai dit, qu'on va avoir donc de plus en plus de jetons en circulation. Donc voilà. Je ne voilà, pour ma part, hein, c'est pas un projet sur lequel j'investirai, ou au moins pas du tout à ces niveaux. Voilà. Il faudra vraiment attendre effectivement euh, une baisse et peu à peu on ait beaucoup plus de tokens en circulation pour que là je puisse me poser la question. Donc voilà pour ces nouvelles. Donc on est voilà, une semaine positive, quelques nouvelles justement intéressantes, hein, et justement, même si le projet Flare, pour revenir sur la dernière nouvelle, c'est pas forcément le projet que j'attendais le plus, mais je vais surveiller
parce que c'était un projet quand même qui était attendu depuis longtemps, voir véritablement ce qu'il donne. Mais par contre, effectivement, pour Avalanche ou pour Polygon, on a effectivement des nouvelles intéressantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait et aussi de me suivre sur Twitter. Merci. Au revoir.